Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. La deuxième partie de Bref de classe en géographie, c'est à chaque fois une étude de cas faite par un universitaire pour approfondir la thématique étudiée et permettre aux collègues de la réutiliser en classe. Pierre Ageron, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Bref de classe. On se retrouve au téléphone, puisqu'en ces temps de confinement, on ne pouvait pas le faire en direct, j'allais dire en présentiel. Et c'est vrai que parfois la qualité pourra être pour les auditeurs un peu plus médiocre, mais on a décidé de continuer Bref de classe pour apporter, dans le cadre de la continuité pédagogique, des ressources. Donc, vous nous proposez justement une ressource très intéressante, même deux d'ailleurs, si j'allais dire. La première serait une étude de cas sur les mobilités, les migrations et le tourisme en Corse. Et puis, pourquoi pas, en fin de cette seconde partie de l'émission, nous proposer quelque chose autour des mobilités à Los Angeles. Merci. Oui, tout à fait. Donc clairement, comme on l'a vu en première partie, ces deux études de cas, et notamment la première, mobilité, migration et tourisme en Corse, s'inscrit pleinement dans le thème 3 du programme de seconde, les mobilités généralisées. Donc j'ai voulu effectivement montrer que l'exemple de la Corse permettait de rétablir, ou en tout cas de réutiliser des notions antérieures que les élèves avaient préalablement déjà perçues, c'est-à-dire les termes de développement, d'environnement, de développement durable, d'acteurs. Mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, ça va être effectivement, et ça va être l'objectif, d'apprendre à mobiliser les concepts de mobilité, d'insularité, de flux et de migration résidentielle. Et puis effectivement, encore sur les notions à mobiliser, disons, cette étude de cas permet également d'introduire les notions de première, littoralisation et métropolisation. Alors l'objectif, mon étude de cas est longue, donc c'est évidemment il faudra piocher, mais l'objectif est évidemment une étude de cas en 2 heures et surtout avec l'objectif d'apprendre à faire un plan en fait, notamment dans l'objectif potentiel de la spécialité histoire géosciences politiques. Donc pour introduire le thème, quelques mots. En Corse, le tourisme défini comme l'ensemble des déplacements hors du lieu de résidence habituel pour une durée de moins d'1 an, c'est la définition de l'OMT, est corrélé avec des migrations résidentielles envisagées comme des déplacements qui induisent un changement de résidence pérenne, donc de plus d'1 an. Néanmoins, la multirésidentialisation via les résidences secondaires rend ces distinctions floues, puisque l'Observatoire du territoire, donc l'outil cartographique de l'Agence nationale des territoires, a montré que par exemple à Figari ou à Boniface, il y a plus de 56% des résidences qui sont des résidences dites secondaires. Comme nous y invite donc le chapitre, il convient donc de traiter ces deux types de mobilité conjointement pour faire comprendre leur enchevêtrement, leur polarité et les conflits qu'elles induisent. Celles-ci se déploient grâce à un réseau de transport caractérisé par un faible maillage et aux contraintes topographiques fortes. C'est pour ça que j'ai décidé de lier justement migration, tourisme et mobilité. Ainsi, finalement, donc, je vous propose sur la première page des définitions classiques qui seront les définitions à apprendre à la fin. Et puis ensuite, des documents qui permettront de poursuivre. Ça va pour l'instant ? Oui, très bien.
D'accord. Donc la problématique que j'ai proposée comme fil directeur, c'est de nous centrer sur la notion d'insularité, puisque évidemment c'est la perspective, en tout cas perspective géographique spécifique à la Corse. Donc dans quelle mesure l'insularité influe-t-elle sur les caractéristiques des mobilités touristiques et migratoires de la Corse? Donc classiquement, des deux premiers documents qui présentent l'île, issus de l'INSEE et de Géoconfluence, qui définissent également le terme d'insularité. Un extrait d'un de mes articles sur l'insularité topographique et l'insularité topologique. Je passe relativement rapidement. Et puis effectivement ensuite des documents 3 et suivants qui sont spécifiques pour la Corse, donc avec des données sur l'intercommunalité en Corse, des données sur les réseaux de transport et notamment cette donnée page 5 sur justement la contrainte des transports en Corse, des mobilités de passagers en Corse, à savoir évidemment le faible maillage routier et le faible maillage ferroviaire, puisque le seul réseau ferroviaire est obligé de passer par le col de Vizzarona, donc il y a plus de 2200 mètres pour rejoindre Ajaccio à Bastia. Et puis ensuite quelques données sur la hiérarchie urbaine, et enfin des données sur les mobilités résidentielles en Corse, où l'on voit que évidemment ces mobilités résidentielles, elles sont marquées par finalement une explication par gravité, donc par proximité. C'est évidemment les départements du littoral méditerranéen et notamment les littorales de PACA qui concentrent le plus de flux migratoires résidentiels. Même si évidemment la métropole parisienne est aussi concernée vu la structure de sa population. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Évidemment, c'est des données issues de l'INSEE, toujours sur la fréquentation touristique en Corse en 2019, en montrant qu'effectivement, comme toutes les îles méditerranéennes, le tourisme corse est marqué par une forte saisonnalité, un mot-clé, la saisonnalité, et justement montrer comment finalement on fait pour essayer de l'amoindrir. Montrer également, et ça c'est très important, que le tourisme corse, il est divers, il est diversifié, puisqu'on a notamment dans la plaine d'Aleria, au sud de Bastia, on a un tourisme qui est un tourisme, d'hébergement non marchand, de camping, alors que par exemple au sud, vers Figari ou Porto Vecchio, donc ça c'est la page 12, on a plutôt des hébergements de standing assez élevés, 4 ou 5 étoiles avec golf, spa, etc. Mais évidemment un tourisme qui, malgré sa diversité, mise beaucoup sur la perception et la représentation qu'on a de la nature corse, avec ces nombreux sites classés, notamment inscrits au patrimoine de l'UNESCO, et ces espaces protégés. Je pense par exemple au parc naturel régional de Corse, au parc naturel marin du Cap Corse, etc. Et puis, au-delà de cette présentation sur les atouts touristiques de l'île, évidemment, il faut bien montrer les acteurs qui participent de cette mise en tourisme, c'est-à-dire, évidemment, les acteurs politiques. C'est les documents 9 et 10, l'article de Béatrice Gibelin et l'article de Joseph Martinetti, en montrant combien le tourisme a joué un rôle dans la géopolitique même de l'île, et notamment son rapport entre l'État central, la métropole, ou en tout cas surtout le continent plutôt, excusez-moi, et puis surtout, évidemment, la frange autonomiste, voire indépendantiste corse. Enfin, il est intéressant évidemment de compléter par le fait de montrer que les mobilités en Corse sont guidées par une forme de dépendance vis-à-vis du centre et donc du continent, à savoir que la continuité territoriale, on parle de continuité pédagogique, mais ici la continuité territoriale est présente depuis les années 80 dans l'idée des élus locaux corses en rapport avec l'État central. Et donc notamment c'est l'article de Pierre Zambry, le document 13, la continuité territoriale, transport et insularité en Corse, au défi de la libéralisation. En sachant effectivement que le terme de continuité territoriale n'est pas précisément défini et date du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Donc à partir de tout ceci, j'ai d'autres documents ensuite, je vais pas les détailler tous un par un. À partir de tout ceci, moi je voyais effectivement deux possibilités pour une reprise problématisée, donc dans la
dans l'objectif de faire une réponse. Alors je sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'est plus une composition, mais c'est une réponse problématisée, c'est ça. Donc il y avait deux solutions. Soit une solution assez scolaire, mais qui permettait de montrer l'emboîtement des échelles, à savoir en quoi la Corse est une île parmi d'autres à l'échelle européenne, et en quoi justement cette échelle européenne permet à la fois de comprendre que c'est une île archétypale de la Méditerranée, mais qui est marquée par une mono-activité touristique fortement concurrencée et qui doit compter sur des réseaux de transport de qualité inégale, peu reliés à ses voisins. Donc là, on a le contexte européen. Ensuite, ça permettra de passer dans un grand 2 à une échelle nationale, où on montrera que la Corse et notamment son développement touristique fait de cette île une périphérie dépendante en demande de soutien socio-économique, et c'est là qu'on mettra en relation avec les dynamiques politiques et géopolitiques, notamment de la continuité territoriale. Et enfin, en grand 3, montrer qu'à l'échelle locale, qu'il y a une très forte dichotomie entre les territoires du Nord, très peu densément touristifiés, ou peu densément touristifiés, et les territoires des Suds, de la Corse du Sud, de Boniface et de Figari, qui s'apparentent plutôt au modèle sarde de tourisme de luxe. Si on ne veut pas privilégier cette stricte structuration scalaire, on pourra essayer de montrer que sur un plan hypothético-déductif, ou en tout cas plus progressif, montrer d'abord qu'effectivement la Corse décrire cette situation, une île méditerranéenne aux activités fortement littoralisées, ce serait le grand 1, montrer qu'effectivement cette île méditerranéenne, par ses caractéristiques, induit une situation de périphérie dépendante, et puis effectivement cette périphérie dépendante, elle peut être, dépassée, sublimée, ou en tout cas non pas effacée, mais en tout cas limitée par le fait que le tourisme permet de valoriser certaines aménités, donc ce que j'ai appelé les aménités à valoriser pour la montagne dans la mer, et donc notamment avec l'importance des représentations touristiques, notamment à partir de l'article, en tout cas de la pensée de Jacques Lévy dans Oser le désert en 1994. Donc voilà très rapidement ce qu'on pouvait en dire. Alors évidemment, après on peut creuser certains documents, notamment sur le fait que notamment le trafic aérien en Corse est très polarisé par les trois portes d'entrée principales, Bastia, Ajaccio et Figari, et notamment montrer que évidemment la dépendance au continent se marque par la prééminence quasi absolue des destinations vers justement ce continent, au détriment d'autres destinations européennes. Donc je ne sais pas, voilà pour cette étude de cas-là. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, je la trouve très très bien, très complète. Vous l'avez dit, il y a 26 pages au total avec beaucoup de documents. Vous l'avez dit, des documents longs, mais je pense que comme vous le dites, l'intérêt c'est que pour les collègues et pour les élèves, c'est d'aller piocher dedans, voir comment on travaille, en géographie. Et effectivement, les deux types de plans, le multiscalaire qui est peut-être plus scolaire entre guillemets, plus facile à réaliser pour un élève, et très très bien. Et puis le second, hypothético-déductif, comme vous dites, et qui est plus progressif et qui peut permettre aux élèves d'aller plus loin, je trouve. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut travailler sur des compétences différentes avec des degrés d'avancement des élèves différents. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Non, le dossier est très complet, puis il répond parfaitement, bien sûr, à la problématique de ce cours de seconde autour des mobilités. Donc là, on est, cher Pierre, je vous remercie d'ailleurs, tout à fait dans ce que l'on attendait dans l'étude de cas de bref de classe. Alors, est-ce que, peut-être pour changer un petit peu, d'échelle et aussi de continent, est-ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu ce que vous proposeriez autour d'une étude de cas sur Los Angeles ? Tout à fait. Donc là, j'ai mis beaucoup moins de temps à la faire, il faut le dire quand même. Donc ce sera beaucoup plus évoqué et non pas fouillé. Mais en tout cas, Los Angeles m'a paru un cas intéressant parce que dans l'histoire de la géographie américaine, Los Angeles a toujours apparu comme étant un archétype, ou en tout cas un monument
pour comprendre les dynamiques de la géographie urbaine aux États-Unis. Et donc c'est pour cela que j'ai proposé Los Angeles Mobilité dans une ville mondiale, et avec comme fil conducteur le fait de proposer la question suivante: dans quelle mesure l'agglomération de Los Angeles résume-t-elle les défis des mobilités multiscalaires dans un espace urbanisé archipélagique? Alors vous allez me dire, qu'est-ce à quoi tout ceci? Mais en fait, pour résumer cette problématique, et c'est en cela que j'envisage les problématiques, en tout cas que je le dis à mes étudiants, on a au moins trois notions qui sont interreliées ici. Agglomération, évidemment, puisque comme l'ensemble de l'espace bâti, mais aussi agglomération au sens aire d'influence des fonctions métropolitaines. Donc voilà pour agglomération. Mobilité multiscalaire, eh bien on l'a déjà vu, mais effectivement les mobilités résument, ou en tout cas connectent l'échelle locale à l'échelle globale ou mondiale en passant par l'échelle nationale. Et puis, ce qui est intéressant surtout pour le cas de Los Angeles, c'est cette notion d'archipel, puisque évidemment, on va montrer que Los Angeles est finalement un espace urbain discontinu qui s'apparente, et ça je crois que je l'ai dit en première partie de l'émission, qui s'apparente parfaitement à ce que François Hacher appelait une métapole ou une métapolis, c'est-à-dire que désormais la ville n'est plus close dans des remparts, mais est finalement constituée d'une nappe urbaine plus ou moins dense, qui est constituée de pôles, mais aussi de périphéries avec des fonctions totalement diverses et totalement différentes. C'est ainsi que à partir d'un article que j'ai mis dont j'ai mis la référence à la fin, l'article qui provient de MapMonde, on a un premier schéma sur les structures spatiales et dynamiques de l'agglomération de Los Angeles qui permet de revoir de travers, qui permet de revoir finalement les principales notions de la géographie urbaine américaine, CBD, parc technologique, centre d'affaires, et évidemment dynamique démographique, évidemment aussi. Donc ceci permet de montrer que on a effectivement une agglomération qui est caractérisée par ce que Joël Garreau appelait des edge cities, ou en français un petit peu jargonnant, une exurbanisation polynucléaire, c'est-à-dire en fait la création de pôles relais qui finalement tendaient à s'éloigner du centre. Et puis après, on a évidemment un deuxième document sur la congestion automobile à Los Angeles, qui est une vidéo que j'ai prise sur Twitter, qui est absolument impressionnante, à la veille de Thanksgiving, en lien avec le figure 3, qui est le maillage autoroutier de Los Angeles, qui finalement fait référence aussi aux travaux de Mike Davis, City of Quartz, qui montrait que évidemment la ville de Los Angeles est impensable littéralement sans le lien avec l'automobile. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que on voit que dès les années 90-2000, donc le sociologue Edward Soja, qui a proposé dans son bouquin Post-Métropolis de penser la spécificité de Los Angeles, montrait que justement les mobilités sont un des principaux facteurs de la ségrégation socio-spatiale en Californie. Donc, comme le dit également le document 5 de Guillaume Poiret, et c'est ainsi qu'effectivement on peut glisser progressivement sur la notion de ville mondiale, ville globale autour de l'article de Cynthia, l'extrait d'article de Cynthia Gora-Gobin, en montrant effectivement que les deux concepts sont légèrement différents, ville globale centrée sur plutôt la ville financière, et ville mondiale comme étant une ville qui polarise son espace régional, national, voire mondial, en accumulant des points forts, qui soient patrimoniaux, qui soient touristiques, qui soient de population, qui soient de fonctions, de santé, de recherche, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça c'est le document 7, Yves Boquet, dans un de ses articles, a montré qu'effectivement Los Angeles était un des principaux lieux de concentration de la diaspora philippine, de l'archipel asiatique des Philippines, et finalement montrait que Los Angeles
était une véritable gateway city, une ville-porte, qui permettait de justifier son statut de pôle multiculturel ou de ville multiculturelle. Et dernier document, ces documents sur les mobilités aériennes encore de Los Angeles, avec comme pour Dubaï, où j'ai le même type de document où on voit une carte centrée sur la Californie avec l'ensemble des destinations au départ de la plateforme de Los Angeles International, où l'on voit effectivement que Los Angeles est aussi une plateforme aérienne de premier plan, je crois la troisième, si je ne m'abuse, aux États-Unis, derrière Atlanta et New York Kennedy. Et donc tout ceci permet de montrer que cette centralité dans les réseaux aériens favorise également, la constitution d'un système productif touristique extrêmement intéressant. Et donc, j'ai pas fait forcément de plan, mais en fait, je pense que à partir de ceci, on peut relativement facilement, en tout cas les collègues pourront relativement facilement reconstituer un plan selon cet objectif de lier évidemment mobilité à la fois touristique, mobilité résidentielle et de migration, et évidemment aussi ségrégation socio-spatiale. Et donc finalement tout ceci concourt à justifier une organisation qui est effectivement fragmentée, ségrégée, et donc qui permet de montrer que la ville américaine, même si elle est peut-être moins, connectée à l'ensemble du monde que ne peut l'être Londres, que ne peut l'être Paris, que peut l'être évidemment New York, et bien même Los Angeles, qui apparaît comme une ville mondiale classique, mais une ville mondiale, disons, de second rang, pas Alpha++, pour parler comme le Peter Taylor et le Global and World Cities, peut apparaître également quand même comme un des éléments, en tout cas ces mobilités peuvent apparaître comme un des éléments qui la qualifient comme étant une ville mondiale de premier plan. Voilà pour moi, pour l'instant. Je sais pas si vous voulez... Non, je trouvais ça complet. Alors surtout le document 2 qui est quand même assez impressionnant, surtout en ces temps de confinement où justement les highways, les autoroutes en Californie principalement sont totalement vides alors qu'elles peuvent être saturées comme vous le montrez très bien dans cette vidéo. Voilà, ça peut être aussi marquant pour les élèves parce que ça peut permettre de voir justement quelle est la norme et quelle ne l'est pas en ces temps de confinement justement, où là effectivement on pourrait aussi d'ailleurs travailler sur quelque chose, sur des conséquences des mobilités résidentielles, notamment la pollution, en voyant, je pense qu'avec des cartes aujourd'hui mises à jour de ces périodes de confinement, on verrait que les mobilités induisent effectivement de la pollution, puisque je crois que il y avait je ne sais plus combien de pourcentage en moins de pollution atmosphérique due au CO2 à cause du ralentissement de l'activité économique et de transport dû au confinement. Donc ça c'est aussi intéressant. De toute façon la congestion est un des enjeux, c'est vrai que je vais pas prononcer le mot, mais la congestion est un des enjeux majeurs dans la gestion des mobilités et notamment des mobilités multiscalaires, puisque évidemment ces autoroutes elles servent à la fois pour de la courte distance à l'échelle de Los Angeles, puisque c'est une agglomération qui fait 150 km du nord au sud et 80 km de l'est à l'ouest, donc il faut relativiser, mais en tout cas des mobilités de courte distance, des mobilités de distance continentale ou des mobilités régionales, notamment dans le cadre de l'agglomération, ou en tout cas de la conurbation ou de la métropole San Francisco-San Diego, dont Los Angeles est un des maillons principaux. Donc effectivement là aussi c'est une réflexion sur les échelles qu'on peut regarder, et notamment sur le fait de montrer que la conurbation californienne, qui est désormais justement totalement confinée d'ailleurs, contribue à cette littoralisation, et on retrouve un petit peu la même thématique que pour la Corse à une autre échelle. Donc je pense qu'effectivement
pouvoir varier ces échelles à partir de la discussion sur ce qui est normal, enfin ce qui est la norme, ce qui n'est pas la norme, ce qui est la congestion, ce qui est la fluidité, hein, puisqu'évidemment, vous savez qu'en économie des transports, ce qui compte, c'est évidemment de gérer le flux et de faire qu'il ne s'interrompt pas, justement, puisque évidemment toute congestion tend à finalement faire perdre du temps, et comme vous le savez, dans une économie capitaliste libérale, eh bien le temps c'est de l'argent, donc forcément quelles sont les idées, par exemple des autorités. Alors là, ce serait peut-être une recherche, en tout cas des idées pour une recherche ultérieure. C'est-à-dire quelles sont les idées, quels sont les éléments qui permettent de conjurer cette peur de la congestion. Ouais. Alors à la fois cette peur de la congestion en temps normal, mais aussi peut-être c'est la peur de l'arrêt et de la paralysie des flux, hein, en ces temps d'épidémie. Donc voilà, je pense qu'il y a une double lecture sur ce point. Mais Pierre, c'est très complet. Je vous remercie pour ces 2 études de cas. Je rappelle à tous les auditeurs que l'ensemble des documents dont Pierre a évoqué un petit peu rapidement, mais en tout cas juste à propos, on les retrouve sur le site aphg.fr avec une bibliographie complète sur les mobilités, avec le diaporama de la première partie où vous évoquez à la fois la partie épistémologique et puis la partie justement contenue sur les termes de mobilité. Tout cela, on le retrouve sur le site APHG qui est donc dans la partie générale où tout le monde peut accéder. Pierre Ageron, merci beaucoup pour cette étude très complète autour des mobilités. À bientôt. Merci, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG www.aphg.fr.